Et bienvenue à tous pour ce 73e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur notre défaite annuelle face à Brighton, défaite 2-1 hier après-midi. Avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Concernant YouTube, à chaque fois que je vous demande de nous soutenir, ça fonctionne plus que ce que je souhaite. Donc, je vais encore vous encourager, déjà vous remercier pour votre soutien et vous encourager à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On arrive doucement aux 1500 abonnés, donc je compte sur vous pour faire le petit push pour qu'on atteigne les 1500 rapidement. C'est gratuit, ça prend 10 secondes et ça nous soutient énormément. Pour ce podcast, je suis accompagné de Jérémy. Salut tout le monde. De Mohamed. Bonjour à tous. Et de Adama, qui est enfin rentré de vacances. Salut à tous. Enfin, alors je sais pas. Enfin pour le podcast, peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour le podcast. Ouais. L'infirmerie est enfin vide. Donc voilà. Donc dans ce podcast, nous reviendrons bien sûr dans les grandes largeurs sur la défaite face à Brighton. Et on commencera par une info qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais que j'ai quand même envie de souligner. Donc on commence tout de suite par l'info, je ne fais pas plus de teasing que ça. Donc l'info de la semaine, ça concerne en partie Manchester United, mais c'est surtout pour moi l'incohérence de la Première Ligue. Donc là je fais encore du teasing, personne ne voit où je veux en venir. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans à peu près, Cavani avait été suspendu 3 matchs par la Première Ligue pour avoir répondu sur un message d'un de ses copains, un de ses proches, connaissances sur Instagram pour avoir répondu Gracias Negrito. Il avait pris 3 matchs de suspension de la Première Ligue plus 100 000 livres sterling d'amende. On rappelle aussi que Garnacho, on avait dû faire des pieds et des mains pour pas qu'il soit suspendu quand il avait mis un emoji gorille sur la photo de Onana. Qui avait arrêté le penalty face à Copenhague ou Galatasaray. Copenhague. L'année passée, alors qu'il fallait vraiment être tordu pour voir du racisme dans cet emoji-là. Et donc, vous vous dites, mais où est-ce qu'il va ? J'ai trouvé ça très fun de voir que Enzo Fernandez, qui a chanté dans une vidéo des chants racistes devant des millions de personnes en live, a pu être comme ça titulaire et capitaine au premier match de Chelsea face à Manchester City. Je trouve ça hilarant. Et hilarant, je ris jaune, hein, bien sûr. Alors moi, je suis pas français, comme vous savez, donc ça me touche peut-être un peu moins que mes amis français, mais juste la différence de traitement entre ce que Cavani avait eu ou Enzo Fernandez a eu, je trouve ça juste lunaire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux quand même en parler dans le podcast. Est-ce que Manchester United dérange ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre une fois... Ça montre encore une fois la différence de traitement de cette première ligue. Heureusement qu'ils ont très 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 bien travaillé pendant des décennies, que les clubs sont maintenant riches grâce à cet excellent travail et maintenant au droit et à la ligue qui fleurit. Et quand tu vois ce qui se passe dans les autres championnats, les clubs qui sont en Angleterre sont très contents de ce qui s'est passé dans le passé. Mais ça me fait penser aussi à l'année passée où Everton prend 10, puis 6, puis 4 points de déduction pour des problèmes de fair play financier interne à la Première Ligue, et que tu vois que City, ils ont toujours rien avec 115 cas ouverts. Bref, c'est toute cette non-sens. Il y a un club encore qui vient de se faire sanctionner, non ? Ça a été annoncé, il me semble. J'ai plus le nom en tête, mais je crois qu'on a un club là qui vient de prendre encore quelques points. Pareil, sanction. Pas en Première Ligue alors, non ? Mais je sais pas si c'est en première ou en deuxième. À vérifier, mais il me semble avoir vu passer l'info. C'est encore Everton qui est sous le coup. Encore. Ouais. Et d'ailleurs, il y a les supporters d'Everton qui sont un peu énervés parce que s'ils nous avaient vendu Braithwaite, ils seraient rentrés dans les clous avec l'argent récolté. Ouais, mais vu que c'est le seul joueur qui sait mettre ses chaussures sur le terrain, quand tu as perdu le premier match 3-0 et le deuxième 4-0, je pense que c'est mieux de ne pas perdre des points cette année en tout cas. Il y a encore des joueurs à vendre, le mercato est encore ouvert. Donc si je trouve un vendeur à leur place, je le ferai. Mais bref, c'est juste pour montrer encore une fois, moi je trouvais la non. Après leur décharge pour la Première Ligue, c'est que sur ce genre de dossier, c'est un peu compliqué. Tu vois, par exemple, pour Enzo Fernandez,
bien sûr, qu'on donne tous ce qu'il a fait. Moi, j'ai bien aimé la réponse d'Akonji, par exemple. La photo qu'il a mise Sur le terrain, ouais. Ouais. Après, que la première ligue réagisse ou pas, soit sur les cas de racisme, je pense que c'est délicat aussi pour eux. Non, mais dans le sens, en gros, ils savent pas trop se placer, en fait. bah, ce que dit Antoine, en gros, c'est si vous l'avez fait une fois, faut le faire sur les autres cas, en fait. Mais Ouais, moi, je mais sauf penserais que plus, par contre, la gestion de Chelsea. C'est son club. c'est Le ça. mec, il arrive, une enquête interne, au final, il n'y a rien. Tu avais même l'histoire de ses coéquipiers qui l'avaient unfollow sur Instagram, tout ça. Ouais, c'était. Wesley Fofana qui s'était exprimé, Jules Koundé aussi qui avait fait son petit tweet. Au final, le mec, il est vice-capitaine ou capitaine maintenant. Donc, il y a aussi Chelsea qui doit aussi prendre ses responsabilités dans cette affaire. En tout cas, j'ai l'impression que les enquêtes internes à Chelsea vont plus vite qu'à Manchester. Hein. Parce que nous, quand on a enquêté, ça en a pris des mois. Ouais, bah, sauf que eux, quand tu fais une enquête interne et tu dis qu'il n'y a rien alors que ça a été fait devant des millions de personnes en live, c'est que l'enquêteur, c'est pas Monk. Hein. Donc, donc, bref, juste un petit aparté là-dessus. J'ai trouvé ça. Comique, c'est pas le terme, mais j'ai trouvé ça un peu. Comme je dis, j'ai ri jaune. Donc, en parlant de rire jaune, on va passer directement à notre défaite annuelle face à Brighton. Donc, défaite 2-1 dans un match un peu gag quand même, face à une bonne équipe de Brighton, comme chaque année. On perd 2-1, on encaisse le premier but de Welbeck, comme par hasard, sur un centre où, comme d'habitude, là c'est Rashford dans ce sens-là, mais Rashford laisse 40 ans pour centrer aux joueurs. Je pense que il était en coup de pied arrêté sur FIFA. Il s'est dit, attends, est-ce que je check le centreur avant? Bref, c'était une blague. Et Maguire qui laisse 2 fois passer la balle. Casemiro qui reste au point dans l'arc de cercle des 16 mètres et en regardant de loin alors que c'est lui qui aurait dû revenir couvrir sur Welbeck. Bref. Une action made in United depuis 5 ans. On égalise sur. Alors, ils l'ont attribué à Ahmad ou ils l'ont mis à autogol? Non, je l'espère pas, parce que je pense que c'est un autogol clair. Alors, je crois qu'elle était cadrée, donc je crois que ils l'ont mis si à c'est Ahmad. cadré, normalement c'est Ahmad. Hein. Ahmad, donc. Oui, pour moi c'est Ahmad. Belle Ahmad, ouais, c'est bien payé, je trouve. Mais, Ahmad avec passe D de Mazraoui, du coup. Pour ma fantaisie. J'ai Mazraoui. Donc, là, on avait une bonne période. On marque le 2-1 sur notre meilleure période du match où là, vraiment, on a vu des actions. D'ailleurs, le 2-1 qui est une action que j'ai pas vue à United très souvent, hein, avec je sais plus qui arrive à toucher Ahmad qui rentre vers l'intérieur, Bruno qui fait le bon appel extérieur pour libérer l'espace, Ahmad qui la lâche dans le bon axe et bon timing. Bruno, je sais pas s'il veut la mettre tout de suite à Garnacho ou la mettre à Zirkzee, mais en tout cas qui touche Garnacho, on était tous en train de célébrer. Bon, moi, dès que j'ai vu le but en live, je dis oh là, il y a eu quelque chose de bizarre sur Zirkzee. Donc Zirkzee qui fait, on dirait une erreur de jeunesse. Hein. Est-ce que ça s'appelle faire une nani peut-être? Oui, bah, un truc comme ça à Ronaldo. On peut dire faire une nani, ça marche? Garnacho, il pousserait vraiment loin le la mimétisme. ressemblance avec Cristiano, là. Donc c'est dommage parce que c'était notre meilleure période vraiment et on a vu du mouvement et bizarrement quand on a du mouvement et des joueurs qui savent faire aligner 3 passes, bizarrement il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, je me dis bon bah on était vraiment bien et je me suis dit bon bah on va le gagner ce match. On commence à avoir des actions, Garnacho a vraiment apporte ce que Garnacho est là quoi, il a du feu dans les jambes, ils vont pas tenir et c'est à ce moment-là que comme d'habitude, Manchester United, on sait gérer ses temps forts, temps faibles. On a craqué. On a commencé à reculer. Et après, c'était du hurrah football pendant 10 minutes et on encaisse à la 95e sur un goal gag aussi, hein, où sur un corner, il y a 3 joueurs seuls au deuxième poteau. Alors, c'est pas tout à fait un corner, c'est un corner et puis c'est la suite d'un corner. 3 joueurs seuls au deuxième poteau. Donc, et on encaisse le 2-1 comme ça. Et une défaite 2-1 face à Brighton. Donc, si je dis pas de bêtises, on est à 4 ou 5 défaites en 6 matchs, il me semble. Ouais, non, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hier, ils ont dit Canal+ pendant le match sur les 3 dernières saisons, il n'y a aucune équipe qui a pris plus de points à Manchester que Brighton. Quand tu penses que c'est l'équipe qui nous inspire un peu dans le mode de jeu, c'est la leçon, quoi. Leçon de football. Ouais, avec 3 coachs différents.
c'est parce que les idées viennent d'en haut. Mais et donc voilà, voilà pour ce match. Je vais essayer de vous orienter. Le titre du podcast, j'ai mis Same Old Manchester United. C'est ce genre de match qu'on a vu tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est surprenant de voir ce genre de match quand tu sais que 10 des 11 joueurs titulaires hier étaient déjà là l'année passée? Celui qui veut prendre la parole. Je vais commencer. Alors, pour commencer, je vais dire qu'en fait, pour moi, le match d'hier est pas tout à fait comme les matchs de l'année dernière. La finalité est la même, c'est une défaite de plus. On sait que l'année dernière, un de nos problèmes, et du coup, ce match-là va rentrer dans ce cadre de nos problèmes, c'est qu'on n'a pas fait assez de matchs nuls. Dans un monde parfait, on veut gagner tous nos matchs. Dans un monde un peu plus normal, tu sais que tu dois gagner un certain nombre de matchs, tu sais qu'il va y avoir certains matchs nuls et certaines défaites. L'année dernière, le problème cas, c'est qu'on a un ratio match nul-défaite qui est trop important. C'est la même saison avec quelques matchs nuls en plus, on aurait eu une perception légèrement différente de la saison parce qu'il y a certains matchs où vraiment on est sorti, où on a perdu le match dans les derniers instants en se disant ce match-là, on aurait dû avoir un match nul, c'est pas normal de le perdre comme ça. Et le match d'hier rentre pile poil dans cette catégorie-là où tu te dis, bon, tu passes un match où tu espérais gagner à c'était OK pour un match nul jusqu'à la 95e, quoi. Donc ça met un peu les nerfs. Malgré ça, malgré cette physionomie, on en a un petit peu légèrement parlé en off, j'ai quand même apprécié, parce qu'on a changé légèrement notre manière de jouer, de prendre beaucoup moins de vagues offensives. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas subi cet écueil qu'on était capable de subir l'année dernière, c'est-à-dire nombre de fois où on prend l'eau, où il y a plus de joueurs adverses dans notre surface que l'inverse, où notre défense défend tellement bas et n'arrive pas à relancer. C'est le cumul des deux, défendre bas sans savoir relancer, où vraiment on était en très très grosse difficulté. Dès que l'un de nos joueurs avait le ballon, on avait l'inquiétude qu'il se fasse presser et qu'il la perde à 18 mètres de ses buts. Donc on a moins eu cette chose, notamment par le retour de Martinez, qui hier, je trouve, ne fait pas un très bon match. Malgré qu'il a apporté de la sérénité, il fait pas vraiment Toi, un bon match. t'avais aimé son premier match. Moi, j'avais déjà dit dans le podcast Ouais. que j'avais pas été un immense fan de son premier match. Et là, le problème qu'il y a, c'est que toutes ses relances sont vers l'arrière. Il a pas été capable de remonter le bloc équipe une seule fois, et c'est quand même sa mission première. Outre le fait de défendre, ce qu'on attend de lui, c'est de remonter le bloc équipe, parce que défendre bas, Maguire sait le faire. Alors bon, on peut parler de Maguire, mais qu'importe, Maguire, d'autres joueurs défensifs savent le faire. Ce qu'on attend de Martinez, c'est justement d'apporter un plus par rapport à un simple défenseur qui va défendre bas. Et hier, il n'a pas su le faire. Alors après, peut-être aussi bien joué à Brighton, qui a peut-être su l'encadrer comme il fallait. On n'oublie pas que Martinez est quand même sur le retour. Je veux dire, l'année dernière, on sait il a eu une petite saison, beaucoup blessé. Mais j'avoue que ce match hier était quand même vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment curieux. Il y a eu des matchs dans le match, il y a eu des phases de jeu qu'on a vues qui étaient très intéressantes. Et on a vu nos vieux démons ressurgir, d'où le titre du podcast. Et c'était assez, on sort avec un sentiment vraiment à la fois dégoûté, à la fois tu te dis quand même, on aurait pu le gagner. En même temps, d'un côté, on a un sauvetage sur la ligne, on prend une barre. D'un côté, on nous refuse de but. Enfin, c'était vraiment un match très particulier. Tu ressors avec un sentiment amer, mais particulier. Mohamed, Adama? Moi, j'ai pas trouvé justement que c'était un match différent de ce qui se faisait l'année dernière. Si je le compare juste à celui de la semaine dernière où le pressing était beaucoup plus coordonné, beaucoup plus intense. Après, est-ce que parce que l'adversaire aussi était différent, Brighton arrive à ressortir un peu plus facilement le ballon et à annihiler du coup notre pressing. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le match était différent de celui de la semaine dernière et ressemblait justement plus à celui de l'année dernière. Je nous ai trouvé un peu plus mou, moins incisif, moins tranchant dans les courses. Euh, mais au final, comme tu as dit, normalement, on doit repartir avec un match nul et on perd. Donc ça ressemble quand même aussi à des matchs de l'année dernière. Donc j'ai été surpris parce que justement, on pensait qu'avec le match de la semaine dernière, il y avait du mieux au niveau du pressing. Mais au final, je ne vais pas dire on retombe un peu dans nos travers, mais si quand même un peu. Ce qui me dérange quand même aussi, c'est que, je sais pas si on allait en parler après, mais pour moi, hier, il y a quand même une grosse part de responsabilité sur Ten Hag avec ses choix. La lecture du match, pour moi, je l'ai pas trouvé super intéressante avec les remplacements qui n'ont pas été les bons, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a quand même une part de responsabilité qui revient au coach sur le match d'hier. Sur les changements, il y en a un seul où je suis d'accord avec toi. McTominay pour Bruno, McTominay, même si Bruno, on attend qu'il sorte beaucoup plus.
Mais moi, sur C'était pas le Ten moment hier. Hag, Ouais. c'est pas la lecture du match ou tout. Moi, ce qui me dérange avec Ten Hag, et c'est un des seuls trucs où vraiment ça me saoule, mais depuis le début, c'est cette théorie du on change pas une équipe qui gagne. Pour moi, c'est tellement Ouais, débile. ça aussi. Et en gros, tu te prives de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends, s'il y avait Højlund, je pense qu'il n'aurait pas fait ça. Mais Zirkzee n'est pas encore prêt. Physiquement, ça se voit. Tu vois qu'il a encore besoin d'apprendre et que tu peux pas demander à Zirkzee. C'est pas parce qu'il a marqué la semaine passée sur une seule action, sinon le reste, on avait parlé lors du podcast, c'était pas waouh du tout, que tu peux le lancer. Mais pour moi, le plus gros problème de cette composition, c'est que, en plus, tu es au tout début de saison, donc c'est que quand tu veux faire sortir Bruno, nous on parle toujours, ah mais si tu as un blessé, on peut pas l'échanger parce qu'on a personne. Mais à Manchester, il n'y a qu'à Manchester depuis 3 ans où on se pose pas la question, on dit ah mais en fait s'il est mauvais, on peut pas le sortir. Parce que le problème de cette composition, c'est que quand Bruno a fait de nouveau un mauvais match, désolé mes haters en commentaire, on en parlera après des leaders de cette équipe. euh, En fait, moi, c'est à ce moment-là que j'aimerais avoir Mount qui rentre. Mais tu peux pas le faire rentrer parce que tu l'as déjà mis faux neuf en première mi-temps. Et que donc, sur ton banc, tu as McTominay. McTominay en 6, c'est une catastrophe. McTominay en 8, c'est ignoble. McTominay en 10, c'est des crimes de guerre. Donc, et moi, comme j'ai dit avant le podcast, j'espère qu'ils ont une coupure de première ligue à Naples, parce que sinon, on ne recevra pas de deuxième offre pour McTominay. Donc, mais sinon, toi, les autres, Zirkzee, bon, ben, avoir Mount, ils l'ont sorti par précaution. Bienvenue dans la team fragile. Et après, De Ligt, ben, il lui donne petit à petit des minutes. Pour moi, c'est pas ça qui change le match. Et il y a qui rentre? Il y a Anthony qui rentre pour Ahmad. Bon, Ahmad, il pouvait plus À la avancer. 90e. Ouais. Mais Ouais, de Ligt, par exemple, j'avais oublié de citer, mais est-ce que vraiment c'est dans un match face à Brighton où il y avait encore 1-1, je crois, l'équilibre était plus ou moins stable, est-ce que c'était vraiment le move à faire, tu vois? Ah, ça, je pense que c'est juste une question de passation. Je sais pas, Damas, ce que t'en penses, mais c'était juste une question de passation, je pense, pour commencer à lui donner véritablement du temps de jeu, quoi. Ouais, bah, en fait, je suis pas d'accord avec Antoine, c'est assez rare, d'habitude on est souvent d'accord, sur on change pas une équipe qui gagne. Moi, à titre personnel, ça me dérange pas tant que ça de pas changer une équipe qui gagne. Tu essaies d'apporter de la continuité. Tu peux pas, je pense qu'on va plus cibler en fait Maguire sur la composition de l'équipe, mais en fait j'ai pas vu le match contre Fulham, mais apparemment il a fait un match plutôt correct, il n'a pas Non, il été était bon contre, il décevant. était bon contre Il a Fulham. été bon, il a été bon. Mais tu peux pas le désavouer au prochain match, même si tu as recruté une personne titulaire. Je reprends aussi l'exemple de Ten Hag, ce qu'il avait fait lors de l'intronisation de Casemiro. Il y avait Fred et McTominay qui étaient en place. Il a attendu qu'il merde pour qu'il lance véritablement Il a Casemiro. attendu qu'on se Donc, fasse tuer par qu'on se fasse City ouvrir. 6-3 pour. Ouais. Attends, Donc, bah, moi, j'aime pour pas. moi, ça s'entend. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, oui, je peux l'entendre, mais pour moi, ça s'entend sur la composition d'équipe de garder, entre guillemets, l'équipe qui a gagné. Après, sur les changements, moi, je les ai trouvés un peu curieux. Bah, déjà, le remplacement de Maguire. Certes, tu veux donner des minutes à De Ligt, mais faire entrer un défenseur central en plein match comme ça, moi je suis assez. Non, alors que tu gagnes pas. Si tu gagnes, tu te dis bon, ok, il y a un Ouais, avantage. tu dois marquer en fait. Donc, En fait, là, il a mal et lu le si match parce que, en fait, le but de faire entrer De Ligt, le problème qu'on avait avant que De Ligt rentre, c'est qu'on reculait beaucoup trop. Donc, il a voulu faire rentrer De Ligt, comme ça, on peut faire remonter le bloc. Mais c'était sans compter sur le fait que notre numéro 6 ne pouvait plus faire 5 mètres en sprint. Donc, on s'est retrouvé avec un bloc cassé en deux. Et en fait, le gars qu'il fallait sortir, moi, De Ligt, je dis, c'est pas le changement de Ligt, ça me change rien parce que c'est pas De Ligt qui nous coûte la victoire, ouais, c'est le seul qui a... Clairement, ouais. ça change rien. Mais Et le avec problème, c'est Maguire, qu'il... ça aurait rien changé non plus. Exactement, exactement. Et comme tu dis, c'est défenseur central. Moi, je comprends en fait, je critique pas Ten Hag pour ça parce que pour moi, ça a aucun impact sur le résultat final. Mais faire rentrer je sais plus à quelle minute il rentre, 75e environ. Faire rentrer un DC à la 75e, est-ce que c'est vraiment ça?
Ça te montre aussi En fait, la Ouais, gueule de non, ton banc, quoi. c'est pas ça, c'est pas ça qui change la phase du match. Et après, il y a bon la sortie de Mante à la mi-temps. Donc apparemment, il serait blessé. Pour la Et 800e fois. bon, la sortie de Rashford qui était tout à fait logique. Et la sortie Non. de Bruno, où là, je pense qu'on était tous surpris, on a tous fait la même tête que Bruno. Pourtant, on était ceux qui disaient l'année dernière il fallait qu'il sorte et tout, mais Et sur ouais, ce match-là, je trouve non, que non, c'était vraiment. je pensais pas qu'il allait avoir les couilles de le faire, en fait. Moi, je suis pour qu'il sorte, mais pas pour, J'ai- Ouais. Bachar al-Maktominay, hein. Mais à la Bah, faut enfin, limite, qu'il sorte au bon moment. bah, en fait, à la limite, le plus logique, oui, il aurait pu sortir, ok, mais à la limite, le plus logique, c'est Eriksen, que tu peux Ouais, mettre en c'est 10 ça. à ce moment-là. Et non seulement, déjà, tu peux tenir le ballon avec Eriksen, t'as Eriksen, Mainu, tu peux tenir le ballon, faire remonter ton bloc, et aussi Eriksen est capable de donner des bons ballons en profondeur pour Garnacho ou pour le, Ahmad. le, Donc, le but de la rentrée de McTominay, Jérémy l'a assez dit, c'est que c'est le sauveur. Tu le mets pour avoir un but, pour Ça avoir un marche. placement En fait, sur un ouais, mais centre. là, ça me dérange en fait. Là, Ouais. c'est sa troisième saison et on doit avoir notre fond de jeu qui doit se mettre en place. Moi, je veux bien j'étais le premier à sortir la sulfateuse sur Copenhague à dire qu'il faut qu'il parte. Je veux bien remonter dans le train, mais je vais pas accepter de vivre une saison comme on l'a vécu la saison dernière. Là, il est soutenu. Là, il a une direction sportive. Là, il a les joueurs qui veut, même si pour le moment ils sont pas encore tous là. Je vais pas accepter la même saison. Faut qu'on voit des choses. Et en fait, le problème moi que j'ai, c'est pas tant voilà. Là où je suis d'accord, c'est que on subit moins de tirs. C'est déjà une première progression. On subit moins de tirs. C'est plus compact, quoi. Mais Là, est-ce que c'est vraiment forcément positif, toi? Alors, non, attendez. non. Quand je dis ça, oui, bien sûr, c'est bien de pas revivre chaque match, même face à un relégué l'année passée où on encaissait 20 tirs et voilà. Mais C'est ça. là, Là, moi, mon principal problème, c'est en fait sur notre production offensive. Ça a toujours été ça notre problème. oui, Ça se on en voit a assez parlé. statistiquement, parce on marque pas assez de buts, mais notre production offensive, on produit pas assez de quantité d'occasions et aussi de qualité d'occasions. Et c'est là où en fait moi j'attends le coach bon après, mais bien sûr il faut les joueurs, il faut qu'ils soient tous fit, etc. Mais c'est là où je l'attends le plus. Et pour le moment, bon, Adama, je prends ta passe D ça change pas. parce qu'en fait, j'en ai parlé en off et j'ai rien contre le joueur, je le précise avant, ne vous déchaînez pas dans les commentaires. Déchaînez-vous, mais pas pour cette raison-là. Ne fais pas la comparaison que tu as fait en off, parce que sinon, même nous, on pourra pas te Sinon, défendre en vous déchaînez. commentaire. Mais c'est pas grave, je vais le dire. J'étais contre la venue de Zirkzee parce que je n'ai rien contre Attendez, le joueur. juste avant, pour pas les ce profil. écouteurs, on te laisse 2 minutes. Moi, je me désolidarise de ce qui va être dit. De ce que je vais dire, d'accord. Ok. Pas de Je problème. me désolidarise aussi. Je l'assume tourne le parfaitement. dos même, vas-y, c'est ton moment. Antoine, j'allais dire que c'était toi, mais non, c'était lui déjà qui avait parlé, qui avait lâché le Sam Allardyce. Donc vas-y, nous t'écoutons, Jérémy. Non, mais vas-y. En fait, moi, je dis simplement que je n'aime pas le profil du joueur. Je n'ai rien contre le joueur, mais dans notre système de jeu actuel, je n'avais pas envie d'un joueur que tu incrustes dans ton milieu supplémentaire. Parce qu'en fait, Adama vient de le dire, vous venez de le dire, on a actuellement en playmaker suffisamment de joueurs. Là, hier, c'est un mauvais choix, je dirais, du coach par rapport aux événements du jeu. Mais quoi qu'il en soit, t'as Eriksen, t'as Bruno, t'as Mount. On avait besoin d'un 9 remplaçant. On n'avait pas besoin d'un 9,5 en remplaçant. On avait besoin d'un 9. On avait besoin d'un mec où sa qualité principale, c'est sa finition. Et sa qualité principale, c'est de ne pas dézoner, c'est de rester dans la zone pour être trouvé. Parce que, en fait, ce que dit Adama, je fais le raccord. Si hier, McTominay y rentre, c'est pour sa capacité à rester dans la surface, ou du moins, aller courir dans la surface. Et en fait, on est en train de le dire, on veut pas voir ça. Et si tu veux pas voir ça, ta doublure d'Oilund, quand il est pas là, il faut que ça soit un mec qui soit capable de rester dans la zone. Ce que Zirkzee, c'est pas ses capacités, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas sa manière de jouer. Pas d'accord. Et moi, parce que quand on n'amène pas le ballon dans la surface. Ah oui, quand t'avais Oilund, le problème, Sauf que ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on a fini par fixer, et c'était un peu le cas avant cette mauvaise, parce que pour moi, il y a un mauvais choix entre les choix du coach pendant le match et les choix du coach avant le match, et je vais finir là-dessus. En fait, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que normalement, on est censé sur le principe, pas hier, mais sur le principe, avoir une meilleure distribution avec Garnacho à droite, qui
a une tendance à moins frapper, à plus passer. Donc plus passer, c'est quand même pour le mec qui est dans la surface, c'est quand même pas pour passer dans le rond central. Et tu es censé avoir Rashford qui est censé faire soit un peu du fils unique, soit faire des passes. Tu es censé avoir les deux. Mais surtout, comme on l'a dit, tu es censé avoir Bruno Fernandes qui est censé distribuer, et quand tu veux le sortir, que tu veux varier, tu es censé avoir Mount qui est censé continuer cette distribution. Mount qui n'était pas disponible l'année dernière. Donc des joueurs qui distribuent, tu es censé en avoir. Là, dans toute l'équation, dans tout ce qu'on vient de parler, le seul poste qui n'est pas, c'est le mec qui met le pied au fond. L'action que fait Zirkzee au match d'avant, à mettre au fond, c'est ce qu'on attend de lui. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais comme profil. Sauf que là, il est bien placé, il le fait, mais c'est pas son placement à 99% du temps auquel il joue. Et moi, si c'était pour avoir un 9,5, il y en avait, et qui te distribue simplement bien le jeu, mais qui dézonne et qui ne reste pas en haut du terrain, il y et des mecs moins chers que lui sur le terrain. Je vais pas lâcher alors, des mecs moins chers. Et en off, j'ai lâché que si c'était pour juste garder un mec qui sait faire des passes, mais qui va pas être en haut du terrain, fallait garder Weghorst, il était gratuit. Voilà. Et je n'ai pas envie de garder Weghorst. Je voulais un 9 remplaçant capable de mettre des buts, qui joue en Ligue 2 actuellement. Ouais, mais comme a dit Antoine, qui est titulaire devant Zirkzee en équipe nationale. Ah bah après, et tu me mets pas dans ton bateau, hein. Attention. Ah bah écoute, cet argument vient de toi, hein. Assume. Purée, le collabo, quoi. Donc voilà, donc simplement pour dire qu'en fait, Zirkzee, ce qu'il fait, il fait relativement bien, j'ai rien contre lui, mais c'est pas le profil que je souhaite actuellement dans notre équipe comme elle est montée actuellement. En fait, moi aussi, c'est pas le profil que je souhaitais, mais en fait, là, le problème, c'est pas Zirkzee en tant que tel, c'est qu'on n'arrive pas à produire offensivement. Les ballons n'arrivent pas, même si là, tu as cité tous les joueurs qui peuvent apporter la distribution, on le voit pas en fait sur le terrain. Tant qu'on n'a pas ça, 9 ballons touchés. Notre attaquant principal, voilà, notre attaquant principal, s'il a un tir dans le match, c'est déjà un miracle. C'est pas normal. Oui, mais si ton attaquant principal pour Højlund l'année dernière, les gars. Oui, mais si ton attaquant, oui, mais la différence c'est qu'Højlund joue quand même un peu plus haut que Zirkzee. Il joue plus haut, il est plus souvent dans la surface. Même pas de ballon. Oui, mais au moins là, il y est. Oui, mais au moins déjà, il est au poste auquel il doit être, parce que là, vous tournez dans le sens que vous voulez, mais quand tu l'expliques, actuellement, ok, on est en train de mettre des joueurs capables de faire des passes, mais des passes à qui? Point d'interrogation, puisqu'il n'y a personne à l'endroit où tu es censé recevoir le ballon. D'ailleurs, hier, alors en fait, le problème de Zirkzee, moi, je suis entre vous tous. C'est-à-dire que moi, le profil me va, c'est complémentaire de Højlund. Donc un gars, lui, il est beaucoup plus dans la passe, dans la création et tout. Mais le problème, c'est qu'il est trop bas sur le terrain. Et hier, tout le match, parce que quand on jouait avec Bruno en faux neuf, c'était encore pire. En fait, tu mets aucune pression sur les défenseurs centraux. Ils n'ont jamais eu un joueur à défendre du match. Et donc, il y a même eu, surtout en première mi-temps, pas mal de fois, alors surtout Rashford qui a râlé. Parce que dès qu'il faisait des déviations, en fait, il disait, en fait, il n'y a personne devant. Donc ça, en fait, je comprends. On va dire un truc. Par contre, je retire je tiens à être clair, je ne veux pas de Weghorst, moi je suis pas dans cette extrême. Mais moi non plus. Tu nourris les extrêmes, Jérémy. Pour faire comprendre. Mais moi, c'est juste pour me faire comprendre sur le principe. Mais là où tu dis quelque chose de très juste, Antoine, hier, on n'a pas pesé sur la défense. Je vous rappelle que Dunk a une vitesse de pointe d'environ 4 km/h. Personne n'a été capable une seule fois de le dépasser. 3 Maguire et demi. Voilà. Donc Dunk est plus lent que Maguire, les gars. On n'a pas été capable d'avoir un. Quoi? Ah si. Non. C'est similaire. En vitesse de pointe. Ah non, en vitesse de pointe, Dunk est plus lent que Maguire. On parle pas en réaction. C'est la même range, comme dit Antoine. C'est la même range. D'accord, mais on a été les premiers pendant un an. On a été les premiers pendant un an à dire que n'importe qui pouvait contourner Maguire et le prendre de vitesse. Hier, on n'a même pas été montré. Un joueur offensif n'a pas été capable de le faire. Alors que si tu as un 9 qui reste en haut, qui pèse, alors je vais donner ce nom-là, mais on s'en fout. C'est la manière de jeu. Cavani, par exemple, était capable de le faire. Alors après, on parle de Cavani, son niveau, on s'en fout. Moi, je parle du profil. On parle de Cavani, du profil de jeu. Oui, mais on s'en fout. Je parle d'un profil. Je parle pas d'un joueur. Je dis pas qu'il faut faire venir Cavani. On parle du gars qui mettait 30 goals par saison, quand même. Donc. Je voulais ce profil qui se bagarrait avec les défenseurs. Ouais. Mais là, on parle du numéro 2. Ouais. Oui, mais là, on parle du numéro 2 quand justement il n'y a pas Højlund. C'est pour avoir une continuité. En fait, moi, je suis un peu entre vous trois. En fait, pour moi, il fallait peut-être un PU numéro 3 qui soit un profil. Un vrai neuf, un pur neuf. À l'ancienne. Moi, je l'ai dit, hein, notre numéro 2, on doit avoir des buts. On doit avoir quelqu'un qui est capable de mettre des buts. Après, on l'a pas. Après, sur le problème offensif, moi j'étais le premier à dire l'année passée avec Adama aussi, et on l'a très souvent dit dans le podcast, que
tout le monde se focalisait sur la défense parce qu'on a eu 2-3 matchs où on a pris des casquettes. Voilà. Mais le problème, Ah, l'année passée, si on finit 8e, et je crois qu'on l'avait dit même dans le podcast de bilan de la saison, c'est pas parce qu'on encaisse beaucoup trop de buts, c'est parce qu'on n'en marque pas. Et cette année, tu regardes les 2 premiers matchs où on repart sur la même chose. Aujourd'hui, le match de Bruno, je suis désolé, c'est une caricature, quoi. C'est 25 extérieurs du pied, c'est toujours à contresens, c'est j'essaie les trucs difficiles à chaque fois. Rashford, en fait, j'ai même pas tellement envie de lui tirer dessus parce que t'as l'impression qu'il est bousillé mentalement, ce gars. Il fait plus aucune différence. Et là, maintenant, ça commence à se ressentir physiquement, comme on l'a dit la semaine dernière, la vitesse et tout. Donc, c'est compliqué. Il avait Veltman sur le côté qui a 32 ans, qui est connu pour ses qualités balle au pied, pas pour sa vitesse. Veltman, tu avais l'impression que c'était Roberto Carlos aussi quand lui il avait la balle par rapport à Rashford qui revenait pas. Mais Van Eyck, le défenseur central, il était bon lui. Il était bon lui. Ah, il les a tous bouffés hier. Par contre, ils l'ont appelé Jean-Paul Van Eyck, mais je crois pas que ça se dit Jean-Paul. Hein. Je crois que c'est Yann Paul. Mais ils l'ont appelé Jean-Paul. Ils ont appelé Jean-Paul tout le long. Mais après, s'il y a des Hollandais, peut-être qu'ils me contrediront. Mais J-A-N, je pense pas que ça se dit Jean en Hollande. Donc voilà, que Bruno qui voilà. Et moi j'avais mis pas mal de doutes sur nos ailiers, sur le mercato. C'est pour ça que pour moi Olysée était une priorité avant le BU, parce que tu regardes la gueule de nos ailiers. T'as Amad qui monte des bonnes choses. Vraiment, en pré-saison, c'était notre meilleur joueur. Hier, la première mi-temps est très compliquée. La deuxième est beaucoup plus intéressante. Le premier match, c'était aussi compliqué. Mais en fait, tu vois que c'est encore un jeune joueur. Oui, ça reste encore un peu tendre pour moi. Il est plus si jeune que ça alors, dans le jeunisme du foot actuel, parce qu'il a 22 ans. Mais tu vois que c'est un jeune dans la... en fait, c'est sa première saison. Donc, en fait, lui, il aurait été bien en numéro 2. Il aurait fallu avoir un bon titulaire. Et lui, donc, il a poussé. Donc, toi, tu as Amad, tu as Garnacho qui sera titulaire très vite parce que c'est notre meilleur joueur offensif de très loin actuellement. Mais qui a toujours 19 ans. Tu as Rashford qui est au fond du trou et il faut trouver une solution pour Rashford. Et là, je veux pas tacler Rashford parce qu'hier son match, il n'est pas catastrophique, il est juste fantôme, Lingardesque. J'ai l'impression de voir à la fin de Lingard où on est passé d'un joueur qui avait beaucoup de talent, on y croyait. Après, Lingard, Lingard n'avait pas de talent. Avant qu'il se brise la jambe. Non, il était nul. Toi, le défenseur de Mourinho, le meilleur joueur sous Mourinho, c'était Lingard. Non, il était nul. Alors, c'est quand même plus ou moins la même chose. Il a montré des choses pendant une toute période, comme Rashford à un niveau plus élevé, et après il a montré des choses mauvaises, comme Rashford l'année passée, et après l'étape d'après de Lingard, c'était en fait, tu sais plus qu'il est sur le terrain. Et Rashford, là, tu sais plus qu'il est sur le terrain. Et donc, en fait, et à côté de ça, Lingard trouvé des couleurs, c'est le prêt West Ham. Ouais, qu'on n'a pas voulu. Et après, à côté de ça, tu as Anthony qui n'est plus un joueur de foot et qui est claqué. Son entrée hier. Lui, il faudrait qu'il. Lui aussi, tu peux utiliser le terme caricature. Et du coup, ça sert à quoi de montrer les muscles et de mettre Sancho en tribune? Parce que Sancho est pas meilleur qu'eux, honnêtement. Parce que là, c'est vraiment montrer les muscles. Dire, voilà. Il est pas plus nul qu'eux. C'est vraiment dégoût. Non, il est pas plus nul qu'eux. Il est pas plus nul, il est pas meilleur. Enfin, tu lui laisses pas forcément. En fait, le truc. Je défends pas parce que je suis d'accord avec toi. Non mais actuellement, il mérite. Parce que là, c'est de l'ego. Là, c'est de l'ego en fait qui parle. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est une technique de management. Je pense pas qu'il y a que de l'ego. Il y a aussi du management. Tu peux pas montrer. Tu peux pas faire venir un gars qui a claqué de Sancho depuis 2 ans. Vous savez que je suis un fan de Sancho, mais il est claqué à Manchester. Tu peux pas le laisser faire ça et le remettre. Et le problème, c'est qu'on a aussi un groupe où en fait, tu regardes hier le banc. Donc le banc, hier, tu as 3 joueurs offensifs. Donc il prend pas la place de Zirkzee, pas celle de Garnacho. On peut discuter celle d'Anthony. On a 2 défenseurs seulement, qui soient latéraux. Donc il prend pas la place de De Ligt et de Evans, parce que tu es obligé de les garder. Quoi. Et on a 3 gars au milieu de terrain. Un 6, si Casemiro se pète, Collier. Et après, tu as Eriksen et McTominay. Donc oui, alors McTominay, normalement, il ne doit pas être sur notre banc. Mais si tu prends cet effectif-là, en fait, il est en discussion avec Anthony pour être sur le banc. Ou avec Macto et Eriksen, quoi.
Oui, mais c'est-à-dire que si tu sors Macto Eriksen, quand tu commences le match avec Mount titulaire et Bruno aussi titulaire, il te faut des gars pour. Tu dois avoir un peu de couverture. Et puis, ouais, puis je sais plus si je t'ai dit, mais t'as Bayern Dir parce qu'il te faut un deuxième gardien sur le banc. Donc, bref, mais où je veux Non, en c'est venir, vrai, c'est ça que. s'entend là. C'est vrai que là, je l'ai sous les yeux. C'est vrai que ça s'entend. Alors, Bah, en moi, fait, vous ça savez ce que je s'entend, pense oui et d'Anthony non. et vous savez ce que je pense d'Anthony et de Sancho. Donc, pour moi, c'est l'inverse qui devait être fait. Mais tu sais que le club, ben, on est dans la merde pour ces deux transferts. Mais où je voulais en venir, c'est que sur les joueurs offensifs, c'est que l'année passée, on a tapé. Moi, quand je vois les joueurs, je vois beaucoup de gars même sur Twitter, ouais, sur X, pardon, sur ou sur des chaînes YouTube qui dit, j'ai vu un débat, quel est le meilleur département de Manchester? Il y en a certains qui disent le secteur offensif. Je dis, mais attendez, on ne doit pas voir les mêmes matchs. Hein. Euh, T'as deux gamins qui ont jamais. T'as Garnacho qui est un bon talent. C'est pas un talent générationnel. C'est pas Greenwood, par exemple, toi, dans le talent. Mais c'est un bon talent qui a sa meilleure saison. Il a marqué 10 buts. T'as Ahmad qui a jamais marqué. C'était son premier goal en première ligue ou bien? Deuxième, peut-être, non? En première ligue, je crois. Hein. En Donc, première ligue, je pense que oui. ouais, et même s'il montre des choses, tu peux pas compter sur lui. T'as Rashford qui est au fond du trou, mais maintenant ça fait plus d'une année qu'il est au fond du trou. Et puis devant, bah, t'as Højlund qui a 21 ans, qui a pas eu un ballon l'année passée, et Zirkzee qui a fait une seule bonne saison à Bologne. Ouais, donc, et tous ces joueurs individuellement, ils me dérangent pas, mais on n'a aucun. Tu vois, hier, je suis désolé, mais Mitoma est un meilleur ailier depuis une année et demie que tous les ailiers qu'on a. Sans doute, Pourtant, c'est peut-être. plus le Mitoma Ouais, lui, bah, qui terrorisait les défenses, mais tu vois, Ouais, il en fait, reste mais, meilleur que ce qu'on c'est a, le quoi. système dans lequel ils l'ont mis. Je sais pas, c'est bizarre. Ils mais l'ont vraiment collé à la ligne à gauche. Enfin, c'est et bizarre. Avant, tu, il était ouais. là. Ah, puis après, il est aussi tombé sur Mazraoui qui, en duel, Mm. au sol, il est très bon. Mais, et tu regardes même, t'as Yacouba Minté, sur ses deux premiers matchs, bah, il a rien à envier à nos ailiers. Hein. Donc, et là, on parle de. C'est pour ça que moi, je voulais des joueurs offensifs. Mais ça me permet peut-être de faire la transition sur le prochain point que je voulais parler, c'est que hier, tu as trois joueurs qui sont titulaires qui prennent 60 millions de salaire environ. Bruno, Rashford, Casemiro. Il n'y en a pas un qui fait un match correct. Et l'année passée, combien de fois dans les top flops qu'on faisait, je disais, bah, moi, mon flop, c'est les cadres de l'équipe. Voilà, c'est ça. Moi, je peux pas en vouloir à Mazraoui. Bon, en plus, il fait un bon match. Mais je peux pas. Un bon match. Il fait un match correct. Dalot, Dalot, il me rend Lisandro, dingue parce Maguire. que Dalot, c'est le match typique où il fait 90 bonnes minutes, mais il s'oublie sur deux actions et il nous coûte deux buts. Donc voilà. Je peux pas en vouloir à Maguire. Je peux pas en vouloir à Zirkzee, à Mount, à tous ces gars-là. Mais t'as un Non, numéro qui faisait un 6. bon match hein, avant sa blessure. Ouais, on est gentil. En Sur ce qui est un bon match match, on est correct, gentil, oui. quoi. Enfin, un bon Un match de match utile. contre-pressing, mais on l'a quand même pas acheté pour ça, quoi, Ouais, parce que c'est ça, sinon, un ça match Non, coûte utile. cher. Hein. autant la semaine dernière, balle au pied, c'était pas trop ça. Là, c'était Ouais. mieux. Mais bah, il nous a permis, on a eu de bonnes passes en première mi-temps, de conservation du ballon, dans des zones même difficiles et tout. Et lui et Meinou sont les deux meilleurs joueurs dans ces petits jeux-là. Meinou, d'ailleurs, encore une fois, dans le positif, il fait certaines sorties de balles, tu te dis, ouais, ok, on a compris. Là, l'impact de Mainou, ça a surtout été défensivement, je trouve. Et Bah, défensivement sur l'homme Casemiro, et dans la sortie de balle. parce que pour moi, Bruno, on va avoir ce Bruno-là, parce qu'on a ce Bruno-là depuis 2 ans. Ça veut dire que c'est un gars, c'est un intermittent du spectacle. Ça veut dire que sur 3 ou 4 actions, tu dis putain, c'est le meilleur milieu du monde. Et sur le reste, tu as envie de t'arracher les cheveux, comme sur ces 42 extérieurs du pied hier. Rashford, bah, moi, je pense que ça commence à vraiment. Alors, on fait du bashing, parce que moi et Jérémy, on l'aime pas. Mais en sortant de ça, même si tu es Tout le un monde le fan, voit maintenant. non, là, ça commence à être préoccupant parce que. Ça en devient triste, carrément. Oui, triste. C'est-à-dire parce que cet été, il a eu toute la préparation, Une pré-saison complète, il pré-saison, n'a pas joué il l'Euro. est sorti des et tout. Donc bon, il paraît que l'année passée, au mois d'octobre et tout, il a eu quelque chose dans sa famille qui l'a pas poussé à la dépression, mais on sait que Rashford, il est assez sujet au up and down sur le moral, donc peut-être que c'est encore ça, mais là, ça devient préoccupant. Et puis pour moi, Casemiro, son match. Tu dois sortir Meinou à la 80e minute parce qu'en fait, Meinou doit couvrir pour Casemiro tout le match. Il était carbonisé Ouais, maintenant. mais tu regardes à la fin du match, donc sur les deux premiers matchs, donc on a joué Brighton et Fulham, Casemiro, il a intercepté un ballon.
sur les 2 premiers matchs. C'est moins que Mainoo sur le premier match. Mainoo, il est à 5 sur le premier match et 5 sur le deuxième. Il est à 10. Mainoo a récupéré 10 fois plus de ballons que Casemiro sur les 2 premiers matchs. Et le problème de ça, c'est que Mainoo, tu vois, au fil du match, pour moi, il commence le match à un niveau qu'on voit rarement sur un joueur de Manchester United. Sur l'analyse, sur quand il est sous pression, sur son jeu en remise ou sur la première passe vers l'avant et tout, je trouve Mainoo 15 classes au-dessus de tous nos joueurs sur ces aspects-là. Et tu vois, au fil du match, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il est cramé, en fait. Simplement. Surtout que lui, il n'a pas une pré-saison. Et que tu demandes à un gamin de 19 ans de couvrir pour Casemiro. Et Casemiro, on l'a vu l'année passée, toute l'année était compliquée. Alors moi, je l'avais comme homme de la saison sur l'année où Rashford l'a eu. Mais il y en a quand même pas mal qui disent maintenant, et c'est vrai que quand tu vas revoir les prestations de Casemiro, la fin de saison avait déjà été compliquée. Et tu te dis, en fait, la priorité devait être un numéro 6. Et on est le 25 août et il n'y a toujours pas de numéro 6 qui est arrivé. Et on refait la spéciale où on parle d'un prêt avec peut-être un achat derrière. Ouais, bon, c'est pas une option d'achat. C'est plutôt différer le prix du transfert. Pour Ugarte, alors Ugarte changerait beaucoup de choses sur les interceptions, vu qu'Ugarte, en moyenne, il en fait 6 par match, mais et que c'est un des meilleurs au monde sur cet aspect-là. Et c'est pour ça aussi que tu peux avoir un de tes leaders qui passe à côté. Tu vois, tu prends City, Haaland, il fait des matchs de merde. Bon, lui, quand il fait un match de merde, il met un doublé. Mais De Bruyne, il fait des mauvais matchs. Peu, mais ça arrive. Rodri fait jamais de mauvais matchs. Mais Bernardo Silva et tout, ils font tous des mauvais matchs. Parce que être un joueur de classe mondiale, c'est pas faire 100% de bons matchs. Mais tu dois au moins être sur un Pareto de 80-20. Et là, nous, on a trop souvent des matchs où nos 3 leaders principaux, qui sont Rashford, Casemiro et... Bon, il y a Martinez qui est dans les leaders, mais... des 4, Casemiro, Rashford et Bruno, qui sont là. C'est-à-dire que le premier match, c'est Rashford pas bon, même s'il doit finir avec un assist, si Garnacho vendange pas. Donc Rashford pas ouf, pas bon, pas ouf. Bruno mauvais et Casemiro bof. Déjà, c'est trop limite quand c'était 3 leaders. Et là, tu as ce match-là où, je suis désolé, là en commentaire, je vous défie de me dire qu'un de ces 3 fait un bon match, quoi. Donc, moi, ça pose problème parce que cet été, je voulais une révolution. On l'a tous demandé. Et au final, tu vois, en gros, pour moi, il y avait 7 joueurs qui devaient partir. McTominay, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Sancho, Greenwood, Eriksen. Et sur le lot, pour le moment, il n'y en a que 2 qui sont partis. Et puis dans la liste, Wan-Bissaka, c'était le 7e. Que s'il restait, ça mal. Oui, c'était pas une priorité. Ils sont tous là et il y en a pas mal qui sont encore titulaires. Donc tu recommences avec la même chose. Tu as signé 4 joueurs. Bon, pas de chance, une tes recrues phares, ta recrue la plus chère, elle est out 3 mois. Ça, c'est pas de chance. Ça. Mais sinon, tu as signé De Ligt, Mazraoui et Zirkzee. C'est des bons renforts. Et j'ai entendu ça hier, je trouve ça juste. Pour moi, c'est des joueurs qui augmentent ton plafond. Non, justement pas. Augmente ton plancher, mais n'augmente pas ton plafond. D'accord. Ah, en fait, tu gagnes en sécurité. Tu gagnes en sécurité, mais c'est pas eux qui te rapprochent de City, quoi. C'est ça, mais c'est eux qui vont t'empêcher de couler. C'est eux qui normalement, tu dois pas en prendre 5 face à Crystal Palace, quoi. Donc, bref, voilà. Tu subis pas 20 tirs par match. Mon coup de gueule sur les leaders. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur ce sujet ou est-ce que j'ai tort ou... Je vais sur un truc parce que excusez-moi, pour 2 secondes, je voulais finir sur Tanak parce que du coup on a parlé un peu de lui, mais pour le coup souvent je le défends. Là, j'ai pas trop envie de le défendre parce que je trouve que sa feuille de match avant match, elle correspond pas au remplacement qu'il a fait pendant le match. Je sais qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le choix d'écarter Sancho, en fait, pas un moyen parce que en vrai, quand tu ne te sers pas d'Eriksen, et on le sait, il ne s'en sert pas. C'est pas que de cette saison. Même la saison dernière, il ne s'en sert pas. L'avoir continuellement sur le banc pour au final préférer jouer vous savez, au domino comme ça pour essayer d'écarter finalement un mec sur le côté pour faire jouer quelqu'un d'autre, le prends pas, laisse-le en tribune. On s'en fout, laisse-le en tribune, tu le mettras en coupe. Et là, tu fais rentrer Sancho parce que moi, je suis OK avec laisser Sancho en tribune. Je suis OK avec ça si sur le terrain, quand tu dois faire tes changements, tu gardes une certaine cohérence. Hier, Amad et Cramé restent sur le terrain parce qu'on fait rentrer Garnacho à gauche.
Si on fait rentrer Garnacho à gauche, c'est parce qu'on n'a personne pour supplanter Rashford. Qu'il fasse un mauvais match, qu'il se blesse, vous mettez le motif que vous voulez. Et ça me gêne, en fait. Parce que du coup, il fait le choix, il finit par, t'as l'impression de dépit à faire rentrer Anthony à droite pour remplacer Amad. 90e. À la 90e, c'est vraiment que tu comptes pas sur lui. C'est-à-dire que tu préfères Amad cramé, mort. Le mec était mort, il n'arrivait même plus à défendre. Tu le préfères mort sur le terrain que Anthony qui rentre frais. Donc, si t'en es à cet extrême-là, bah, franchement, je suis désolé, mais vire Eriksen, mets Sancho. Alors oui, tu auras peut-être 1 million en moins, mais de toute façon, Eriksen, tu le fais pas jouer. Tu préfères rentrer McTominay, tu préfères décaler Bruno, tu préfères limite faire remonter Mainu ou même décaler un ailier en 10 pour les 15 dernières minutes du match, mais tu le fais pas rentrer. Alors, sacrifie-le, mets-le sur le banc, mets-le en touche, on s'en fout. Et là où je dis que c'est l'ego, c'est qu'en fait, Sancho fait la prépa. Donc, certes, qui est moyenne, Il arrive mais après, fait la hein. prépa. Il rate comme le début, ce bâtard. Il rate une hier, semaine. en fait, Ouais, mais il joue. Il joue. Hier, Donc, j'aurais préféré à la sortie de Rashford voir Sancho jouer. Peut-être qu'il faisait pas mieux que Rashford, c'est pas le sujet. Je dis pas que le remplacement aurait été efficace, mais il aurait été cohérent au vu de ton effectif. Là, personnellement, moi, faire rentrer Garnacho à gauche, je trouve ça dommage. Je le préfère vraiment à droite. Je préfère vraiment qu'on fasse pour l'instant le côté droite avec Amad et Garnacho. Et à gauche, on verra. Et du coup, ça renvoie à ce que je disais la semaine avant le podcast. En vrai, là, pour le mercato été prochain, hein, pas l'hiver, j'aimerais vraiment qu'on se poche sur un ailier qui est capable de prendre la place de titulaire à gauche. Honnêtement, parce que j'aimerais laisser titulaire Garnacho à droite. Le problème, je suis d'accord avec toi. J'allais te répondre que. Vas-y, Antoine, vas-y. Moi, ça va durer 10 secondes. Le problème, c'est que on fait la typique Manchester United sur les mercatos où à chaque fois on laisse un dossier ouvert. Et donc, se dire que l'année prochaine, moi je suis d'accord avec toi qu'un ailier doit être la priorité, mais l'été prochain, tu dois aussi signer en priorité un latéral gauche, un défenseur central parce que Maguire et Lindelof sont en fin de contrat, et tu dois signer en priorité aussi un milieu de terrain parce qu'Eriksen et McTominay sont en fin de contrat. Donc tu vois, Alors, où je on voulais en sait venir, que le c'est chantier est énorme. Je suis c'est d'accord ça. avec toi, on sait que le chantier est énorme. Par contre, je vois juste, dans ce que tu dis, un point positif. Je trouve ça, d'un point de vue personnel, très cool de devoir changer ton ailier gauche et ton arrière gauche en même temps. Parce que si tes recruteurs bossent bien, normalement, tu trouves un couloir bien complémentaire. Tu dis, tiens, ces deux mecs, ça va marcher ensemble. Et normalement, tu as l'occasion pour le faire que ça marche. Sans blesser des égos, sans machin. Tu vois, normalement, tu es censé dire, vas-y, quitte même, je vais exagérer un peu, mais les prendre dans le même club, tu vois. On a été capable là, de prendre 2 joueurs au Bayern. On a été capable de prendre 2 joueurs au Bayern. Bah, tu peux refaire un Mazraoui Anthony de l'Ajax, là. Non. Ce que je veux dire, c'est que Après, ou du moins 2 joueurs si qui ont déjà joué ensemble, tu vois, ou que ça marchait bien, même si aujourd'hui ils sont dans 2 clubs différents. Enfin voilà, tu as quand même cette opportunité de te dire, on va aller chercher les 2 bons mecs dans le bon côté en même temps. Donc c'est pas forcément un handicap. Mais je suis d'accord, après, il y a un chantier qui est grand. Mohamed, après, ça va pas être facile de faire ça quand tu sais que les deux gars que tu veux remplacer, c'est Luke Shaw et Marcus Rashford qui ont des égos démesurés et des salaires énormes. Qui ont des gros salaires, qui sont pas encore en fin de contrat. Donc... Et qui sont anglais. Je sais bien que c'est pas facile, mais qui sont anglais. Ça compte et que les deux seront sur le banc si tout va bien. Donc, à toi, Mohamed. Ce que j'allais répondre à Jérémy concernant Sancho, mais c'est un argument que je contre tout de suite. J'allais dire Sancho, peut-être que vu qu'il est en discussion avec la Juve, il est en instance de départ, il y a aussi une petite vengeance personnelle aussi, je l'ai dit hier dans le groupe. Je pense que Ten Hag se venge un petit peu de la situation. Mais au final, même pas, parce que McTominay, qui est en discussion aussi avec Naples, au final, bah, il rentre même. Qui joue. Et lui aussi, les gars, juste pour arriver à le vendre, Sancho, au prix où il coûte, au salaire où il coûte, il faudrait peut-être aussi le montrer un peu sur le terrain. Ça aidera à le faire partir. Hein. Oui, parce que si tu laisses en tribune, pour le faire partir, c'est encore plus difficile. L'histoire du rabibochage, là, pour moi, j'y crois pas. C'est justement pour faire genre devant les pistes intéressées, mais au final, Ugarte qui est complètement devenu indésirable par Luis Enrique, qui s'entraîne même plus avec l'équipe première, si je dis pas de bêtises, qui est écarté du groupe. Oui, il s'entraîne, je crois. Sa valeur marchande ne baisse pas. Il y a les joueurs de Chelsea qui sont au loft, leur valeur ne baisse pas forcément. Il y a que nous, de toute façon, même un titulaire chez nous super fort, il coûtera toujours 2,50 €, alors que chez les autres, si nous on va toquer à la porte, ça coûte minimum 20-30 millions. C'est dommage. Mais pour Sancho, moi, autant vous savez ce que je pense de lui. J'aime bien le joueur. J'étais pour lui donner une seconde chance parce que justement, je savais que dès qu'Olysée avait signé au Bayern, et je savais que nous, on allait avoir un problème. Amad, pour moi, c'est encore un peu trop tendre. C'est sa première saison. Hier, je crois que même c'était ses premières 90 minutes.
en première division. Je ne vais pas parler de Sunderland parce qu'il enchaînait là-bas les matchs. Mais tu vois que bon, c'est quand même le début de saison, donc c'est compliqué de se prononcer. Les organismes ne sont pas encore à 100%. Mais il était carbonisé. On n'a pas aussi Mainou, on en a parlé rapidement, mais Mainou, McTominay devait rentrer à la place de Mainou, pas à la place de Bruno. Il était KO total, le Kobe. Si. McTominay doit jamais rentrer. Je suis d'accord avec toi, mais hormis s'il y a invasion du terrain par les supporters, là il peut venir faire son taf, CRS, il canalise tout le monde. Mais pour un match, on oublie Kobe Mainou, il a enchaîne 19 ans. 3 matchs titulaires. Non, attends, il enchaîne 3 matchs titulaires. Il revient de vacances la semaine avant City. Ouais. Et aujourd'hui, prépa, il n'a pas de match amicaux, il enchaîne des 60, 80, 90 000. Bah, c'est ça, c'est ce que disait hier, je ne sais plus quel ex-joueur, il faut vraiment pas le griller. Bah, surtout que c'est pour moi le joueur le plus indispensable de ton équipe. Tu n'as pas de remplaçant. C'est-à-dire que Bruno, c'est un peu le dépositaire de notre jeu offensif, mais s'il se blesse un mois et demi, 9 mois c'est autre chose, hein, mais un mois et demi, tu dis bon, Mount il peut couvrir pendant un mois et demi. Même Eriksen peut jouer. Oui, si Mount ne se blesse pas. Mais tu n'as aucun joueur qui remplace Mainoo. Donc, ouais, mais... ouais, sinon, Ahmad, en première ligue, ouais, il a déjà marqué, pardon. Mais c'est-à-dire que maintenant, il a 706 minutes en première ligue dans sa carrière. Donc, ouais, c'est un bébé encore. Donc, Il y a aussi une hypothèse, comme je l'ai dit, hein, peut-être si Sancho n'est finalement pas vendu, il réintégrera l'effectif. Mais devra se battre pour sa place. Ça. Pour être sur le banc. Il n'a pas dit qu'il doit être mais au moins sur le banc. Il l'a dit, il doit gagner sa place. En gros, à l'entraînement, pour l'instant, Anthony est plus... Je sais pas j'ai une question, vu qu'on est rapidement là-dessus, si on a encore un peu de temps, Antoine. Vous pensez quoi de ces gars, entre guillemets, pas forts à l'entraînement, mais en match, ils sont un peu plus... Je pense que ils se montrent un peu plus. Je pense que c'est une légende. Dans le sens où moi je crois beaucoup plus à l'adage tu joues comme tu t'entraînes. Et au final, des joueurs qui s'entraînaient comme des touristes et qui ont été des vrais très bons joueurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, je suis d'accord, mais c'est que les génies qui s'entraînent pas. Je suis d'accord avec Adama. Tu sais que Sancho ne te donnera jamais 100% à l'entraînement, mais en match, voilà, ça reste un joueur technique, même si ça n'a jamais été le gars qui court partout. C'est pour ça que Sancho, ça restera un éternel espoir et qu'il ne va pas passer l'étape d'après. Surtout qu'en plus, pour te répondre, Mohamed, alors je dirais pas comme Antoine une légende, je suis plutôt comme Adama, pour moi c'est réservé aux très 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 gros joueurs qui sont très forts et je l'accepte plus facilement sur des joueurs qui sont forts et où la base de leur jeu est physique. Parce que tu peux quand même te dire, bon, les mecs vont pas aller prendre trop de coups, vont pas aller trop se cramer. Et le meilleur exemple pour ça, parce qu'il y a un joueur qui est très réputé pour avoir fait ça, si vous suivez les interviews de Manchester, ils en ont parlé 1000 fois, c'était Tevez. Tevez, c'était pro pour ça. À l'entraînement, il montrait rien. Et sur le terrain, on sait tous qui est Tevez, il n'y a pas de sujet. Mais il faut avoir, à mon sens, la grinta de Tevez, le talent de Tevez et le physique de Tevez pour te permettre ce luxe de ne pas te montrer à l'entraînement et d'être titulaire indiscutable sur le terrain. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette différence de niveau entre ce qu'il a montré là en Dortmund en 6 mois, même s'il n'a pas été exceptionnel, voilà, le mental était quand même un peu plus... Autre collectif, autre pays... Le mental, et il faut dire aussi peut-être le niveau adverse. Oui, bien sûr. Parce qu'au final, Sancho, tout le monde dit qu'il a fait une super deuxième partie de saison, parce que tout le monde a en image son seul match face à Nuno Mendes, Nuno Mendes, pardon, qui est un paillasson pour tous les joueurs offensifs adverses, hein, quand même. Hein, c'est un gars qui regarde, c'est Trent Alexander-Arnold portugais. Hein. Il regarde que dans un sens. Hein. Ouais, mais le terrain est en pente. Non, je trouve un peu dur. Arnold, non, lui, c'est pas un arrière droit. Mais Nuno Mendes, il sait quand même un peu défendre. Mais Sancho, en tout cas, a montré plus en 3 mois à Dortmund que ces 2 ans ou 3 ans chez nous. 3 ans depuis qu'il a séché. Et en fait, aussi, c'est une autre intensité. Et Sancho, c'est peut-être le joueur en fait, il a tout pour lui. Hein. Et sauf la mentalité. Moi, je pense que c'est le type de joueur que tu dois lui donner quelques matchs, lui faire confiance, même si à l'entraînement tu vois qu'il se donne pas à 100%. Comme ça, il n'aura pas forcément s'excuse. Bon, je pense que là, la relation est vraiment morte avec. Mais en fait, même lui, Sancho de son côté, il se dit, Anthony, il est claqué,
il passe devant moi, ça le motive pas. Bon, c'est pas le raisonnement à avoir, mais lui, il est débile. Il pense comme ça. Un gars de 18 ans l'a compris. Garnacho, si vous vous souvenez bien, la première année de Ten Hag, les débuts, il jouait pas du tout. Il était transparent. Il avait fait une bonne pré-saison là, son match face à Lens. Je m'en souviens. On se disait, waouh, le régène d'Eden Hazard. Il a pas joué pendant 6 mois. Il s'est remis la tête à l'endroit. Et après, il commençait à rentrer. Et là, il est. Je peux croire. En fait, je peux comprendre. Tout le monde sait que je suis un fan de Sancho. Mais pour moi, des gars qui sont pas ouf à l'entraînement et qui sont bons sur le terrain, à qui tu veux donner une chance, pour moi, il y a deux types de joueurs. Soit c'est un talent exceptionnel qui performe en match. Par exemple, il y a eu des bruits comme quoi Greenwood, c'était pas le plus grand des travailleurs à l'entraînement. Sauf que Greenwood, si on reste sur la partie football, dès qu'il rentrait sur un terrain de football, sur un terrain de foot dans un match, tu dis putain, c'est qui ce phénomène? D'ailleurs, en France, c'est en train de découvrir que c'est un joueur au-dessus du championnat français, ça me fait rire. Ou bien tu es une star vieillissante. Tu vois, ou tu as quelqu'un qui a en fait soit bon, Ronaldo, c'est pas du tout c'est pas du tout le profil du gars, hein, bien sûr que lui mais Ronaldo quand il revient, tu as 36 ans, tu as 48 ballons d'or, 9500 goals en série A, non, pas loin, mais dans les championnats, tu es le meilleur buteur. Si tu reviens et que l'entraînement t'es pas à 100% mais qu'en match tu es à 100%, tu dis OK. Le problème c'est que Sancho, quand il rentre sur un terrain, il est mou en première ligue. Et tu as l'impression qu'il n'est pas assez bon pour la dimension physique de la première ligue. Et il n'a rien prouvé dans le foot en Angleterre. Donc, et en plus, il prend 20 millions par année. Et en plus, il a un comportement de merde. En plus, il arrive en retard à tous les entraînements. C'est Matic qui l'a défoncé dans une interview. Lucien Favre l'a défoncé aussi dans une interview. Donc, en gros, je suis assez d'accord avec toi. Tu peux avoir des gars comme ça. Mais toi, pour moi, le dernier gars qui tout le monde sait que c'était un peu un touriste à l'entraînement, mais qui jouait parce que c'était un ovni. Et pour moi, le plus grand talent, hormis Neymar, qu'on a vu depuis 15 ans, c'est Eden Hazard. Mais Eden Hazard, dès qu'il rentrait sur le terrain, tu voyais pas qu'il s'entraînait mal. Tu vois, quand il rentrait sur le terrain, en fait, les gens étaient surpris d'apprendre qu'il s'entraînait comme un touriste. Bon, moins au Real Madrid, on avait plutôt deviné. Mais alors que Sancho, quand il rentre sur un terrain, tu te dis, mais en fait, il s'entraîne ce gars ou pas? Et en plus, il est neutre sur le terrain. Donc pour moi, il a. Mais après, franchement, il joue même pas le même football que les autres aussi. Ah, c'est ça. Oui, mais honnêtement, moi, je le vois comme ça aussi. Il joue pas le même football que les autres. Il a quand même joué. C'est une raison de plus pour partir. On essaye de le faire partir, mais. Ouais, après, on essaie de le faire partir, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que vous avez quand même une note positive à retenir de ce match? Un joueur, une tendance, quelque chose? On essaie de finir sur des positifs. J'ai envie de dire ça, mais le premier but vient de son côté. Mais bref, globalement sur le match et pas sur l'action du but, c'est quand même agréable qu'on prenne pas l'eau du côté de Mazraoui en défense. C'est ce que j'allais dire. Il a sorti une copie, on va dire quasi conforme, parce que la semaine dernière c'était très bon. Là, c'était bon. Et là, il était moins en vue offensivement, mais il avait peut-être des instructions pour bloquer Mitoma. Et il met une passe décisive au bout de 2 matchs en PL. Oh non, non, pas fait dinguerie. C'est ce que je l'avais en tête aussi, mais je me suis dit non. Oui, mais après, Onana est beaucoup moins sollicité du coup. Bah oui, mais c'est ce que je disais, mais il prend 20 tirs par match. C'est pas mal au bout d'un moment. Franchement, c'est dommage parce que avant le but de Brighton, on a concédé 0 occasion. Le football, c'est des détails, hein, surtout en première ligue où tu joues hier une équipe où tu vois, Gilmour il est en partance pour Naples. Ils ont des joueurs, c'est rempli de joueurs qu'ils ont achetés maintenant. Ils ont acheté des gars 30-40 millions. C'est des gars qui ont réussi déjà en première ligue. C'est pas la Serie A, la Liga ou la Ligue 1, c'est encore pire, où tu vas jouer des équipes de deuxième partie de tableau et tu joues face au boulanger du coin. J'exagère largement, bien sûr, mais la première ligue, c'est tellement difficile. Et quand tu regardes à la fin du match où tu te dis, bon, ben, t'as Zirkzee qui joue contre nous sur le but de Garnacho, parce qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais bon, il n'a pas de chance. Je suis pas sûr. Il fait un geste du genou, mais je suis pas sûr qu'il fasse exprès parce qu'il glisse avant. Et tu vois ses mains, il essaye de. Et ça se joue là-dessus et sur 2 erreurs en défense qui sont grossières. Donc face à Brighton, ils en ont mis 3 le premier match face à Everton. Bon, Everton, on en parlera parce qu'Everton, là, ça va tout droit en Championship à ce rythme-là. Ils ont déjà pris 7 goals. Mais ça se joue tellement à rien que
Et Onana, ce que moi j'ai un peu de peine avec, un peu de peine. Non, c'est pas son style. Mais c'est pas un gardien sur sa ligne. C'est que, tu vois, hier il peut rien sur les 2 goals, absolument rien, surtout sur le deuxième. Le premier, difficile. Non mais Le il peut rien premier, du il tout. y a Non, un mais monde où il peut tenter de oui, c'est l'intercepter, ça. mais bon, c'est compliqué. Non mais là je suis en train de te dire. Je lui en veux pas s'il essaye pas, Non, mais il mais y a un monde où il peut essayer. Attendez, attends, il est fautif 0% des 2 Mm. goals. Par contre, tu attends des fois qu'un gardien te fasse l'arrêt de classe. Bon, et lui, il les fait pas. Et donc, c'est un gardien neutre. Moi, Mais c'est son on jeu, en a payé c'est son 50 jeu au pied millions. hier qui m'a dérangé par contre. Ben, en première mi-temps, c'était très flagrant. On a essayé de jouer au pied très bien sur le côté droit, mais on jouait avec un poids mort à la relance. Hein. Si vous avez l'occasion, vous regarderez les 45 premières minutes surtout, c'était le plus visible, où Maguire était un poids mort et il gênait même nos relances dans son positionnement parce qu'on voulait jamais la donner à Maguire. Donc c'était toujours Onana qui la remettait souvent à Martinez, qui allait vers Dalot, qui trouvait après Mainoo et tout. Et là c'était bon, mais bon. Allez, moi je vais dire le jeu de relance parce qu'en première mi-temps on a fait quand même des trucs sous pression parce que Brighton est une bonne équipe de pressing et tu vois qu'avec en fait, dès que tu touches Mainoo, dès que tu arrives à toucher Lisandro, Mainoo, quand De Ligt aura la balle, ce sera la même chose. Yoro aussi, c'est un joueur. Et si tu arrives à avoir un Ugarte vraiment qui est plus sur la remise et tout, allez, je vais dire le jeu de relance, moi, dans le positif. Ouais, je pense que ça, le jeu de relance, dans ça, on a pas mal progressé. Ben, déjà, quand tu as les joueurs, ça aide. Mais maintenant, après, c'est dans la partie offensive où il va falloir progresser. Vous avez encore un mot à dire sur ce match? Non, on est bon. Ugarte, ça devient urgent. Ugarte, c'est urgent. Mais maintenant, je comprends l'idée, en fait. Pour Ugarte, je comprends l'idée. Avant, je la comprenais pas, mais maintenant, je la comprends. Pour quelqu'un qui court dans cette équipe, quoi. Au-delà de Casemiro, c'est surtout, j'ai pas envie de cramer Mainoo et il a besoin d'un mec comme Ugarte avec lui. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que on parlait au début de Mercato de Ugarte. Alors, c'était pas Ugarte qui était. On n'avait pas trop de noms, Ugarte. Ça, oui, un 6, quoi. Un 6 et départ de Casemiro. Là, bah, en théorie, on aura les deux. Donc, tu peux aussi switcher. Donc, tu as de la rotation. Donc, moi, j'aime bien ça. Allez, ouais, Ugarte, faut que ça se fasse aujourd'hui ou demain. Parce que face à Liverpool, ça va aller bien plus vite. Faut payer, là. D'ailleurs, pronostic. Match, c'est chez nous? C'est chez nous. Ah, génial. Ouais. Génial. Là, c'est chez nous. 7-0 Non, moi j'ai regardé le premier match. J'ai regardé le premier match de Liverpool, les 45 premières minutes d'Ipswich. C'est vraiment intéressant. Il y a de la place dans le dos de la défense. C'est comme ça que je nous vois gagner à la Solskjaer. Hein. Le problème, c'est que si t'as pas de neuf et que pareil, comme hier, bah, tu joues toujours sur la vitesse de Rashford et là, Ahmad ne doit pas jouer. Là, c'est Garnacho et Rashford sur leur vitesse dans le dos de Van Dijk, Quensa et Trent Alexander. J'arrive pas à me dire qu'on doit se résoudre à jouer de ce type-là. C'est la 3e saison de Ten Hag. Oui, mais on a les mêmes joueurs que sur la première saison, toi, quasiment. C'est ça le problème. En fait, le coach, il a pour le faire progresser un peu. Accessoirement, c'est aussi son boulot. Ouais. Donc, un petit pronostic vite fait, les gars. Allez, moi, je trouve un 1-1 très bien payé pour nous. J'allais dire la même, mais je vais... 1-0 Victoire, ouais. Moi, je vais dire 2-2. 3-1. Adama, il se passe quoi? Adama, putain, les vacances, elles ont pas fait du bien. Non, non mais l'année dernière, la semaine dernière, j'ai regardé les podcasts en différé. J'ai vu les pronostics. Ouais, Paul Brighton. Ouais. C'est Antoine, hein. Moi, je suis un nouvel homme, moi. Bon, les gars. Antoine, je sais pas si tu y arrives. C'est comme ça, en tout cas, que se termine ce 73e podcast Manchester Devils. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce match face à Liverpool. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.